Je m'appelle Valéria, j'ai 22 ans et je vis avec ma mère à Lyon, en France. Depuis aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été juste nous deux. Mon père est mort quand j'avais 14 ans et depuis ce jour, notre lien est devenu encore plus fort. Elle est la personne la plus importante de ma vie. Elle l'a toujours été. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, je me reproche d'avoir failli laisser quelqu'un détruire la femme que j'aime le plus au monde. La mort de mon père a été un tournant dans notre histoire. Il est parti de la maison un matin pluvieux de novembre et n'est jamais revenu. Il a eu un accident de voiture sur une autoroute près d'Avignon. Un camion a perdu le contrôle sur la chaussée mouillée et a percuté sa voiture de plein fouet. Il est mort sur le coup. Je me souviens encore du cri de ma mère quand elle a appris la nouvelle. Le téléphone a sonné, elle a décroché, est restée silencieuse quelques secondes, puis s'est effondrée à genoux sur le sol de la cuisine. J'avais 14 ans, et rien n'a plus jamais été pareil. Ce jour-là, j'ai vu ma mère se briser, j'ai vu son regard s'éteindre. Mais même au cœur de cette douleur immense, elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit que tout irait bien. Et ça a été le cas. Pas grâce au monde extérieur, mais parce qu'elle a tout porté seule. Elle ne pleurait pas devant moi, elle ne laissait pas sa tristesse transparaître. Elle préparait le petit déjeuner tous les matins, venait me chercher au collège, s'occupait de la maison, du jardin, des papiers, et elle s'occupait de moi. Elle a été à la fois une mère et un père, un roc. Au fil des années, j'ai commencé à mieux comprendre ce qu'elle avait perdu. Ils s'étaient rencontrés très jeunes. Mon père était ingénieur civil et, quand ils se sont mariés, il construisait déjà une vie confortable. Il avait hérité de quelques propriétés de mon grand-père, avait une belle carrière et gérait bien ses finances. Alors, quand il est mort, nous n'avons pas été laissés sans rien. L'héritage a été bien partagé et une partie des biens a été mise à mon nom. Je sais que c'est arrivé parce qu'il avait confiance en moi pour prendre soin d'elle. Et j'ai essayé. J'essaie encore aujourd'hui. Après sa mort, ma mère a coupé les ponts avec presque tout le monde. La famille de mon père ne l'a jamais aimée. Ils ont toujours désapprouvé leur mariage. Et elle n'avait personne non plus. Elle avait perdu ses parents jeunes et était fille unique. Alors, il n'y avait que nous deux. Je sentais que je devais la protéger de tout. C'était le moins que je pouvais faire après tout ce qu'elle avait fait pour moi. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer que ma mère était vide. Elle était forte, déterminée. Mais il y avait une solitude en elle que je ne pouvais pas ignorer. Même en remplissant ses journées de tâches, elle semblait attendre quelque chose qui ne reviendrait jamais. Alors, quand j'ai eu 20 ans, j'ai commencé à insister pour qu'elle reprenne vie, pour qu'elle sorte, rencontre des gens, respire. Elle a résisté, disant qu'elle n'avait besoin de personne d'autre, que mon père était irremplaçable. Et je comprenais, bien sûr. Mais au fond, je voulais revoir ma mère sourire pour de vrai. Pendant 2 ans, j'ai insisté, avec douceur, en respectant son rythme, mais en lui rappelant toujours qu'elle méritait aussi d'être heureuse. Jusqu'au jour où elle a accepté de prendre un café avec un homme qu'elle avait rencontré dans un groupe en ligne pour veufs. Il s'appelait Julien. Je me souviens encore de son retour à la maison après cette rencontre. Un sourire timide, presque adolescent, sur le visage. Elle m'a dit qu'il était poli, sympathique, veuf lui aussi, et qu'il avait un fils de 15 ans nommé Lucas Onatsi. Début, j'ai trouvé ça touchant. Juste. Elle se permettait enfin quelque chose. Et même si j'avais des réserves, c'était la première fois en des années qu'elle s'ouvrait à quelqu'un, je l'ai laissé faire. Je voulais voir où ça mènerait. Elle méritait d'essayer. Elle méritait d'être heureuse. Se sont vus plusieurs fois, et d'après ce qu'elle me racontait, tout semblait parfait. Julien était compréhensif, patient, et venait lui aussi d'une situation difficile. Sa femme était morte d'un cancer, et il élevait son fils seul. J'avoue que ça m'a émue. J'ai pensé que peut-être ma mère avait trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment sa douleur. Mais je ne voulais pas le rencontrer tout de suite. J'ai dit à ma mère que je préférais attendre un peu. J'avais peur de m'attacher émotionnellement, et que tout s'effondre ensuite. Elle a respecté mon choix. Pendant un temps. Après quelques mois, elle a commencé à insister pour que je rencontre Julien et Lucas. Elle disait que leur relation devenait plus sérieuse qu'elle ne l'avait imaginé et qu'elle voulait qu'on forme une famille. J'étais nerveuse. Mais j'ai accepté. Je voulais lui faire confiance. Je voulais croire qu'elle faisait un bon choix. Après tout, elle avait passé des années seule. Qui étais-je pour juger? Mais dès l'instant où je l'ai vue, quelque chose clochait. Sa manière de me regarder, de me parler. Il y avait un truc bizarre. On aurait dit qu'il pesait chaque mot, chaque geste, comme quelqu'un qui étudie un terrain qu'il veut conquérir. Et il n'a pas fallu longtemps pour que mon intuition se confirme. Lors de cette première rencontre, j'ai essayé de garder l'esprit ouvert. Je suis restée silencieuse la plupart du temps, à observer. Ma mère semblait heureuse, et c'était tout ce qui comptait pour moi. Mais Julien, il ne me semblait pas sincère. Il avait une politesse trop calculée, il parlait comme s'il se vendait. Et quand ma mère quittait la pièce, son ton changeait, rien de trop flagrant au début. Des remarques subtiles, passives agressives, du genre « Tu vis encore ici, à 22 ans ?»
Ou « Ta mère m'a dit que tu ne travaillais pas encore, mais que tu étudies. Hein? J'espère que tu finiras vite. » Et tout ça avec un sourire glacial. Je n'ai rien répondu les premières fois. J'ai ravalé ma salive et essayé de ne pas y prêter attention. Mais je suis quelqu'un de très observateur. Je l'ai toujours été. J'ai commencé à remarquer des petits gestes qui échappaient à ma mère. Il l'interrompait constamment. Il corrigeait ce qu'elle disait, même quand ce n'était pas nécessaire. Et il parlait de sa vie comme s'il voulait qu'on le prenne en pitié. Sa femme décédée, ses souffrances, la difficulté d'élever son fils, comme s'il cherchait à ce qu'on ait de la compassion pour lui. Son fils Lucas me dérangeait aussi. Au début, j'ai cru que c'était juste la timidité d'un ado, mais j'ai vite réalisé que c'était autre chose. Il était froid avec moi, il parlait à peine, et quand il le faisait, c'était sur un ton moqueur. Mais devant ma mère, il devenait le garçon le plus adorable du monde. Poli, gentil, affectueux, tout ça n'était qu'une façade. J'ai commencé à les éviter tous les deux. J'essayais de sortir de la maison quand je savais qu'il venait, mais ça devenait de plus en plus difficile. Julien se pointait plus souvent, parfois sans prévenir. Il a commencé à dormir chez nous le week-end. Et en peu de temps, lui et Lucas dînaient avec nous presque tous les soirs. Ma mère était aveugle. Elle ne voyait rien. Elle ne voyait qu'un homme gentil qui avait rallumé une étincelle dans son cœur. J'ai essayé de lui parler, en douceur, de lui dire que peut-être tout allait trop vite. Mais elle me répondait toujours avec un sourire, triste, disant qu'elle ne voulait pas laisser le bonheur lui échapper encore une fois. Je n'ai pas eu le courage d'insister. La peur de la blesser me paralysait. Les choses ont empiré quand j'ai découvert, par hasard, que ma mère aidait Julien financièrement. Un jour, j'ai ouvert une enveloppe dans le bureau, pensant que c'était une facture banale, et je suis tombée sur un reçu de virement bancaire à son nom, presque 3 000 €. Mon cœur s'est serré. Ma mère avait toujours été prudente avec l'argent. Ce n'était pas son genre de prêter de grosses sommes à qui que ce soit, encore moins à quelqu'un qu'elle fréquentait depuis quelques mois seulement. Je l'ai confrontée le jour même. Je lui ai demandé ce que c'était, que ce virement. Elle a été déstabilisée, a essayé de changer de sujet, mais a fini par avouer. Elle m'a dit que Julien traversait une passe difficile, que son salaire avait été réduit de moitié et que le loyer de l'appartement où il vivait avec Lucas était en retard et que c'était juste un prêt temporaire. J'étais sous le choc, pas à cause de l'argent en soi, mais parce qu'elle me l'avait caché. Et pire encore, parce qu'elle aidait quelqu'un qui profitait clairement d'elle. Je lui ai tout dit, j'ai été directe. Je lui ai dit que je ne lui faisais pas confiance, que je le trouvais faux, manipulateur. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis m'a dit qu'elle était déçue de moi. C'était la première fois que je sentais un gouffre entre nous. Elle m'a regardée comme si j'étais l'ennemi. Elle m'a dit que j'étais égoïste, que je ne supportais pas de la voir heureuse, que juste parce que je ne l'aimais pas, je voulais tout gâcher. Ça m'a détruite intérieurement. Jamais, à aucun moment, il ne s'agissait de jalousie ou d'égoïsme. Je voulais juste la protéger, mais elle ne le voyait plus. Après cette conversation, tout a changé. Julien a commencé à me traiter avec encore plus de mépris, mais seulement quand ma mère n'était pas là. Il m'ignorait complètement, me lançait des regards supérieurs, faisait exprès de me montrer que je n'étais pas la bienvenue dans ma propre maison. Lucas suivait le même chemin, comme s'il imitait son père, et ma mère, s'éloignait de moi. Elle passait plus de temps avec Julien et Lucas qu'avec moi. Elle a changé de petites habitudes qui n'appartenaient qu'à nous. Elle a arrêté de m'appeler pour regarder un film le soir, de me raconter les nouvelles de son travail. C'était comme si je la perdais, jour après jour, au profit d'un étranger, et cet étranger se sentait de plus en plus à l'aise. Il a commencé à donner son avis sur la maison, à suggérer des changements dans la chambre d'amis, à dire que la décoration était démodée, à parler de comment Lucas avait besoin de son propre espace, que l'appartement où il vivait était trop petit. Je voyais où ça menait, et je commençais à avoir peur qu'il prépare quelque chose de plus grand, peur que ma mère ne voie plus rien, et peur qu'à la fin, je sois la seule à réaliser que notre maison devenait un piège. La présence de Julien chez nous s'intensifiait à une vitesse qui me mettait mal à l'aise. Au début, il ne dormait ici que de temps en temps. Puis, il a commencé à laisser sa brosse à dents dans la salle de bain, des vêtements dans l'armoire, jusqu'à ce que ses produits de toilette trônent dans la douche. Lucas, son fils, se comportait déjà comme le maître du salon, allumant la télé, jouant à la console, se servant dans le frigo, laissant tout traîner, sans se soucier de rien. Et ma mère acceptait tout ça avec une naturalité qui me terrifiait. Elle disait que c'était juste une phase, qu'il s'adaptait, que je devais comprendre, mais ça n'avait rien d'une adaptation. Julien agissait déjà comme s'il était le propriétaire de tout, et il ne faisait aucun effort pour me le cacher. Une nuit, je suis rentrée de la fac épuisée. J'avais travaillé toute la journée, pris un bus bondé et enchaîné des heures de cours. En entrant, j'ai trouvé Julien assis dans mon fauteuil préféré,
une coupe de vin à la main, un vin que j'avais acheté moi-même. Il m'a regardé de haut en bas et m'a dit froidement que je pourrais au moins frapper avant d'entrer. Je suis restée figée. Je ne savais pas si c'était une blague. Mais son ton était sérieux. Il ne plaisantait pas. J'ai répondu, sans hausser la voix, que c'était ma maison et que je n'avais pas à frapper pour entrer chez moi. Il a ri et m'a dit que peut-être il était temps de revoir ça, parce que cette maison appartenait à ma mère maintenant et qu'il faisait partie de sa vie. Je me suis retenue pour ne pas exploser. J'ai ravalé chaque mot qui me brûlait la gorge et je suis montée dans ma chambre, essayant de rester calme. Mais ça m'a rongée pendant des jours. Je sentais qu'on me poussait hors de chez moi, pendant que lui et son fils envahissaient chaque recoin de notre vie. Quelques jours plus tard, j'ai surpris une conversation dans la cuisine. Julien disait que vivre avec moi devenait impossible, que j'étais agressive, égoïste, que je ne le respectais pas. Et ma mère, au lieu de me défendre, écoutait. À la fin, elle a dit qu'elle allait me parler, et elle l'a fait. Mais ce n'était pas une discussion, c'était presque un reproche. Elle m'a dit que je devais grandir, que je me comportais comme une ado, que je n'acceptais pas de la voir heureuse et que je ne voulais personne à ses côtés. J'étais abasourdie. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas ça, que je sentais juste quelque chose de louche chez lui, qu'elle devait ouvrir les yeux. Mais elle était aveugle. Le plus douloureux, c'est quand elle m'a dit que si je voulais continuer à vivre ici, je devais apprendre à respecter cette nouvelle étape de sa vie. Elle m'a dit texto que cette maison était aussi la sienne. Mais ça m'a fait l'effet d'un coup de poignard, parce que cette maison, mon père me l'avait laissée. Elle était à mon nom. C'était un cadeau de sa part, un héritage, une façon de s'assurer que j'aurais une stabilité. Il m'avait fait confiance pour prendre soin de ma mère. Et maintenant, on me traitait comme une invitée. La situation a dégénéré de manière effrayante. Un jour, en rentrant des cours, j'ai trouvé la chambre d'amis remplie de cartons et de valises. Julien et Lucas avaient officiellement emménagé, sans me consulter, sans même une discussion. Quand j'ai demandé des explications à ma mère, elle m'a dit que c'était temporaire, que Julien n'avait plus de logement, qu'il avait des soucis financiers et qu'elle ne pouvait pas le laisser à la rue avec son fils. J'étais furieuse. Je lui ai demandé comment elle pouvait accepter ça sans m'en parler. Et avant qu'elle ne réponde, Julien est apparu dans le couloir, disant que j'exagérais, que ce n'était pas grand-chose et que c'était la maison de sa femme. Chaque jour, je me sentais plus étrangère chez moi. Julien a commencé à faire des remarques plus directes. Il lançait des trucs comme « Tu pourrais te trouver un endroit à toi, non ?» ou « Peut-être qu'il est temps de couper le cordon avec maman. » Lucas, influencé par lui, est devenu ouvertement hostile. Un jour, il a utilisé mon ordinateur, effacé tous mes fichiers et a ri quand je l'ai confronté. Il a dit que c'était un accident, mais son regard montrait qu'il n'y avait rien d'innocent là-dedans. Julien, lui, maintenait son image d'homme parfait devant ma mère. En sa présence, il était poli, serviable, presque affectueux. Avec moi, quand elle partait, il m'ignorait ou me lançait des commentaires cruels. Une nuit, après qu'elle soit montée se coucher, il m'a regardé fixement et m'a dit que si je continuais à essayer de les séparer, il trouverait un moyen de me virer de cette maison, que je devenais trop gênante, que ma mère était déjà de son côté, et que bientôt, je n'aurais plus ma place ici. À cet instant, j'ai compris ce qu'il cherchait à faire. Il voulait prendre la place de mon père, prendre la maison, l'autorité, l'attention. Et pour ça, il devait m'effacer, me faire passer pour un problème, me transformer en méchante. C'est là que j'ai découvert quelque chose qui m'a retourné l'estomac. J'ai vu un nouvel extrait de compte sur la table, et j'ai réalisé que ma mère avait fait un autre virement pour lui. Presque 5 000 €. Une deuxième fois en quelques mois. Et encore une fois, avec des excuses comme le loyer, l'école de son fils, des problèmes au travail. Elle se faisait aspirer, et lui utilisait sa compassion pour s'enraciner encore plus dans nos vies. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus attendre qu'elle ouvre les yeux toute seule. Je devais lui montrer la vérité, avec des preuves, pas juste des mots. Et le seul moyen, c'était d'obtenir des preuves concrètes. J'allais enregistrer, observer, tout préparer calmement, lui montrer qui était vraiment Julien. Parce que si je ne faisais rien, ma mère allait tout perdre, la maison, l'argent, et pire encore, elle-même. Et je n'allais pas laisser ça arriver. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, allongée, les yeux fixés au plafond, le cœur battant à tout rompre. Je me sentais étouffée, comme si cette maison devenait une prison. L'endroit où j'avais grandi, où mon père m'avait appris à faire du vélo dans le jardin, où ma mère me préparait du chocolat chaud les soirs d'hiver, était maintenant un champ de bataille. Et l'ennemi était à l'intérieur. Julien gagnait du terrain, gagnait la confiance de ma mère, et voulait clairement me chasser d'ici. Je n'étais plus vue comme une fille, j'étais un obstacle. Et pire, ma mère commençait à le croire. Il réussissait à la retourner contre moi, petit à petit. La femme qui m'avait toujours protégée me regardait maintenant avec méfiance, comme si j'étais la source des problèmes.
Ça me brisait le cœur. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou d'une cohabitation difficile. Il s'agissait de la perdre, de la voir se donner émotionnellement à un homme qui ne l'aimait pas vraiment. Et je le savais, je le sentais. Julien ne la regardait pas avec amour. Il la regardait avec calcul. Chaque mot était mesuré, réfléchi. Il savait quoi dire pour gagner sa confiance. Il savait jouer sur son statut de veuf, sur la souffrance de son fils, sur ses prétendues difficultés financières. Et ma mère, qui voulait tellement croire à nouveau en l'amour, était tombée dans le panneau. Mais je n'allais pas funky, abandonner sur elle. Le lendemain matin, je suis sortie tôt et j'ai acheté une nouvelle carte SIM. Je ne voulais pas prendre le risque d'utiliser mon numéro principal. J'ai aussi acheté un petit dispositif d'enregistrement discret. C'était risqué, mais c'était ma seule chance. Je suis rentrée comme si de rien n'était, et j'ai commencé à tout observer. Son ton de voix, ses provocations, les moments où il se sentait le plus à l'aise. Il me fallait une occasion claire, et bien sûr, ça n'a pas tardé. 2 jours plus tard, ma mère a dû sortir pour régler des affaires au travail. J'étais seule à la maison avec Julien et Lucas. Je suis restée dans ma chambre, prétendant travailler sur un projet pour la fac. Quand je suis descendue chercher un verre d'eau, Julien était dans la cuisine. Il m'attendait déjà. Il n'a même pas essayé de cacher son jeu. Il m'a dit qu'il trouvait mon obstination admirable, mais qu'au final, j'étais en train de perdre, que ma mère ne m'écoutait plus comme avant, que chaque fois que je créais un conflit, il gagnait encore plus de place dans son cœur. Puis, il s'est approché et m'a dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne me mette dehors, que cette maison était à lui maintenant, et que si je ne m'adaptais pas, j'allais en baver. J'ai gardé mon calme, je l'ai laissé parler. Tout était enregistré, y compris le moment où il a frappé le mur à côté de moi, fort, et m'a dit froidement que cette maison était à lui désormais, et que ma vie ici deviendrait un enfer. Le bruit de sa main contre le mur était net dans l'enregistrement, tout comme le ton menaçant de sa voix. Quand il a fini, je lui ai fait un petit sourire, et je suis remontée dans ma chambre. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas riposté. Parce qu'à cet instant, j'avais déjà ce qu'il me fallait. J'ai passé le reste de la journée à organiser les fichiers. J'ai été prudente. J'ai sauvegardé les audios sur un drive, sur une clé USB, en backup sur le cloud. J'avais peur qu'il s'en rende compte et essaie de tout effacer. J'ai appelé une amie de la fac qui fait un stage dans un cabinet juridique et je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai montré ce que j'avais. Elle était choquée et m'a dit que ça pouvait servir de preuve. Oui. Mais que si je voulais vraiment protéger ma mère, il me fallait quelque chose d'encore plus solide, quelque chose de visuel, quelque chose d'incontestable. J'ai alors commencé à faire des vidéos discrètes, la caméra de mon ordinateur allumée, mon téléphone en mode enregistrement dans ma poche. Je me sentais paranoïaque pendant des jours, mais son comportement rendait tout plus facile. Julien devenait de plus en plus agressif dans ses mots. Il me provoquait même devant ma mère, mais subtilement, pour que ça passe pour une blague. Elle ne voyait rien, elle pensait qu'il essayait juste de m'inclure. À ce stade, je ne pleurais plus. J'étais déterminée, résolue. J'allais protéger ma mère, même si elle ne le comprenait pas encore, parce que je la connaissais. Je savais que quand la vérité éclaterait, elle se sentirait coupable, elle souffrirait. Mais je savais aussi qu'au fond, elle était intelligente, et que si elle voyait la réalité clairement, elle prendrait la bonne décision. Après presque 2 semaines d'enregistrement, j'ai réuni assez de matériel. J'ai pris mon téléphone et j'ai tout compilé dans une seule vidéo. Je l'ai monté simplement, clairement, objectivement, sans coupure qui pourrait semer le doute, juste les moments précis où Julien révélait qui il était vraiment. Dans la dernière scène, j'ai mis celle où il disait qu'il me chasserait de la maison, et qu'il ferait en sorte que ma mère me déteste. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé avec elle. Je lui ai demandé de regarder la vidéo. Je lui ai dit que je ne l'interromprais pas, que je ne discuterais pas. Je voulais juste qu'elle voie par elle-même. Puis je lui ai tendu le téléphone, et j'ai attendu. Pendant qu'elle regardait, je l'observais en silence. Je voyais son expression changer à chaque passage. Son visage, d'abord calme, se fermait peu à peu. Son front se plissait. Ses yeux se remplissèrent de larmes. Quand la vidéo s'est terminée, elle a laissé le téléphone tomber sur ses genoux. Elle est restée muette un moment, puis elle a murmuré d'une voix basse. « Il m'a trompée. » Ma mère est restée assise sur le canapé pendant plusieurs minutes, sans rien dire. La vidéo était toujours ouverte à l'écran, figée, sur la dernière image, où Julien disait qu'il ferait de ma vie un enfer et que cette maison était à lui. Son visage était pâle, ses yeux perdus. Je n'ai pas osé briser le silence. Je suis restée là, à attendre qu'elle remette de l'ordre dans ses pensées, qu'elle digère tout ça. Parce que je savais que ça n'allait pas être facile pour elle d'admettre qu'elle s'était fait avoir. Au bout d'un moment, elle s'est levée lentement, a pris une grande inspiration et est montée directement dans sa chambre, sans
un mot. Elle a gravi les escaliers comme si elle portait un poids de 100 kilos sur ses épaules. Je suis restée là, immobile, essayant de contenir mon angoisse. Chaque seconde qui passait me rongeait de l'intérieur, mais je savais que ce n'était plus le moment de parler. J'avais fait ce que je devais faire. Le reste dépendait d'elle maintenant. Le lendemain, je me suis réveillée avec du bruit, dans la cuisine. En descendant, j'ai vu Julien assis à la table, prenant son café comme si de rien n'était. Il m'a regardée avec son éternel sourire faux et m'a dit « Bonjour, Valéria ». Je n'ai pas répondu. Je suis allée au placard, j'ai pris une tasse, et quand je me suis retournée, il m'a dit que ma mère lui avait parlé la veille au soir, et que tout était réglé, que ma tentative de manipuler ma mère avait échoué, qu'elle savait faire la différence entre la vérité et les inventions. Sur le coup, j'ai pensé qu'il bluffait peut-être, qu'il essayait de me déstabiliser, mais une partie de moi a eu peur, et s'il avait encore réussi à retourner la situation, c'est alors que ma mère est apparue. Elle était sérieuse, les yeux gonflés, on voyait qu'elle n'avait pas dormi. Julien s'est levé pour l'embrasser, mais elle s'est écartée. Et dans ce geste, j'ai su qu'elle avait tout compris. Elle m'a regardé quelques secondes et m'a dit, toujours à voix basse, qu'elle voulait me parler seule. Julien a essayé de s'interposer, mais elle a été ferme. Elle lui a demandé de sortir un moment. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle se sentait humiliée, qu'elle se sentait stupide, utilisée, qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait laissé les choses aller si loin. Et elle m'a demandé pardon. Elle m'a dit que malgré tout l'amour qu'elle avait pour moi, elle s'était laissée aveugler par la solitude. Que, après tant d'années sans personne, elle avait tellement voulu croire que Julien était différent qu'elle avait ignoré tous les signaux. Je l'ai prise dans mes bras, fort, parce que, malgré tout, elle était aussi une victime. Il l'avait trompée. Il avait manipulé chaque détail, profité de son deuil, de sa bonté, de son manque. Et ça, on ne pouvait pas l'ignorer. Après ce moment, ma mère a appelé Julien pour discuter. Elle est allée droit au but. Elle lui a dit qu'elle avait vu les enregistrements, qu'elle savait ce qu'il essayait de faire et qu'il devait quitter notre maison immédiatement. Julien, comme toujours, a tenté de renverser la situation. Il a dit que je l'avais provoqué, que j'avais truqué les enregistrements, que j'avais tout orchestré pour détruire leur relation. Il a ajouté que lui et Lucas n'avaient nulle part où aller et que c'était cruel de notre part. Mais ma mère n'a pas flanché. Pour la première fois depuis longtemps, elle a été inébranlable. Elle lui a dit que ce n'était pas son problème où il irait, qu'il était entré dans sa vie avec des mensonges et qu'elle était prête à assumer les conséquences émotionnelles, mais plus les financières. Julien a essayé de protester, mais elle lui a demandé de respecter sa décision. Et s'il ne partait pas de lui-même, elle appellerait la police. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il s'est levé, a pris ses clés et est parti, sans un mot. Il a juste claqué la porte en sortant. Lucas, qui était dans sa chambre, est descendu furieux, criant que c'était absurde, que tout était de ma faute. Ma mère s'est contentée de pointer la porte. Elle lui a dit que s'il voulait crier, il le fasse dehors. Ils sont partis ce jour-là. Mais, comme on pouvait s'y attendre, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 2 jours plus tard, Julien est revenu en disant qu'il avait oublié des affaires personnelles. Ma mère a refusé de le laisser entrer. Elle a dit qu'elle rassemblerait ses affaires et les laisserait à la loge du bâtiment. Il s'est énervé, a commencé à crier, à taper sur la porte, disant que cette maison était autant à lui qu'à elle, qu'il avait des droits. Ma mère a menacé d'appeler la police, et comme il continuait, j'ai commencé à filmer tout ça, cette fois, ouvertement. Je lui ai dit que s'il n'arrêtait pas, je porterais plainte pour harcèlement et agression verbale. Julien est parti, mais il a bien fait comprendre qu'il n'en resterait pas là. Il a dit qu'il se vengerait, qu'il avait encore de quoi prouver qu'il ne mentait pas, et que si on allait en justice, il ferait en sorte de ruiner notre tranquillité. Mais la différence maintenant, c'est que ma mère était avec moi, et ensemble, on était prête à affronter ce qui viendrait. On a engagé une action pour récupérer l'argent qu'elle lui avait donné. On a joint les preuves, les audios, les vidéos et les captures d'écran des conversations qu'elle avait gardées. On a aussi demandé une ordonnance de protection parce qu'il continuait à envoyer des messages insultants les jours suivants. Ce n'était plus juste une affaire de famille. C'était un cas d'abus émotionnel, d'escroquerie et de menaces. Et la justice devait intervenir. Les jours qui ont suivi le départ de Julien ont été intenses. Ma mère était visiblement secouée. Elle passait des heures silencieuses, assise sur le canapé, le regard dans le vide. Parfois, elle pleurait dans sa chambre en pensant que je ne la voyais pas. Mais je voyais et je comprenais. Ce n'était pas juste de la déception, c'était de la honte. La douleur de réaliser que quelqu'un à qui elle avait ouvert son cœur avait utilisé ses sentiments comme un outil de manipulation. Moi aussi j'étais blessée, mais, aussi étrange que ça puisse paraître, je me sentais plus forte.
Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Et surtout, ma mère était à nouveau de mon côté. Pendant des années, elle avait été mon bouclier. Maintenant, c'était à mon tour d'être le sien. Décider de chercher un soutien juridique nous a donné un sentiment de justice, de ne pas être seule. Ma mère a rassemblé tous les virements bancaires, les conversations sauvegardées sur son téléphone, et même des petits mots qu'il laissait dans la maison pour demander de l'argent. On a tout compilé avec les enregistrements et envoyé à l'avocat. Il a été clair. On avait un dossier solide, et ça nous a redonné espoir. Mais au-delà de l'aspect légal, il y avait un processus émotionnel plus profond en cours. Ma mère a commencé à parler davantage. Elle me racontait ce qu'elle avait ressenti ces derniers mois, comment elle était tombée peu à peu sous le charme des mots doux de Julien, et comment la solitude était une prison invisible. Elle m'a dit que même en sentant que quelque chose clochait, elle ignorait les signaux, parce qu'elle avait peur de vieillir seule, peur de sembler faible, peur de ne plus être aimée. Ces confessions m'ont brisé de l'intérieur, parce que je n'avais jamais voulu qu'elle se sente comme ça. J'avais toujours essayé de lui montrer qu'elle suffisait, qu'elle n'avait besoin de personne pour valider qui elle était. Mais j'ai compris que parfois, le cœur cherche des choses que la raison ne peut pas contrôler. Et pour ça, je ne l'ai jamais blâmée. On a recommencé à sortir ensemble. On est allés au cinéma, dans des cafés au centre de Lyon, on a repris nos balades du dimanche le long du Rhône. On a retrouvé des petites habitudes qu'on avait perdues avec le temps. La maison aussi a changé. On a enlevé tout ce qui restait de Julien et Lucas, leurs vêtements, leurs objets, toutes leurs traces. On a tout donné. On a tenu à repartir de zéro, même dans la décoration. On a bougé les meubles, repeint le mur du salon, changé les rideaux. Chaque détail était un symbole de renouveau. Avec le temps, l'atmosphère à la maison est devenue plus légère. La cuisine a retrouvé l'odeur des plats faits avec amour. Le silence a laissé place à de longues conversations le soir. Ma mère a recommencé à rire, à sourire pour de vrai. Pas ce sourire forcé, mais celui que je reconnaissais, celui qui venait du fond de l'âme. Et moi, honnêtement, j'ai redécouvert l'importance d'être présente. Pendant longtemps, même en vivant ensemble, j'étais trop occupée, prise par mes projets, préoccupée par ma propre vie, et j'avais arrêté de regarder attentivement cette femme incroyable qui avait toujours été là pour moi. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, nous a rapprochés comme ça ne l'avait pas été depuis longtemps. À la fac, j'ai raconté une partie de ce qui s'était passé à certains profs. Ils ont compris mes absences pendant la période la plus dure et m'ont aidé à réorganiser mes deadlines. Ça m'a permis de respirer plus tranquillement et de me concentrer sur la reconstruction émotionnelle à la maison. Le procès avançait bien. Julien a essayé de tout nier au début, mais les preuves étaient accablantes. À l'audience, son avocat a tenté de justifier les virements comme des cadeaux volontaires. Mais les audios et les vidéos montraient clairement la pression émotionnelle, les manipulations et même les menaces voilées qu'il m'avait faites. La juge a été ferme et a ordonné le remboursement avec des intérêts, en plus d'accepter l'ordonnance de protection. On n'a pas récupéré tout l'argent tout de suite, mais c'était assez pour que ma mère respire enfin et réalise que la justice était vraiment de notre côté. Même ainsi, tout n'a pas été rose. Il y a eu des jours où elle se réveillait en sursaut, terrifiée à l'idée que Julien revienne. Elle a reçu des messages anonymes, probablement de lui, avec des menaces discrètes. Mais maintenant, avec la protection légale, elle savait qu'elle pouvait se défendre. Et surtout, elle savait que j'étais là, que je serais toujours là. Avec le temps, ma mère a commencé à recevoir des invitations d'anciennes amies pour sortir, discuter, reprendre une vie sociale. Au début, elle hésitait. Elle était traumatisée. Elle disait qu'elle ne faisait plus confiance à personne. Mais peu à peu, elle a accepté. Elle s'est rouverte. Pas aux histoires d'amour, mais à la vie. Et pour moi, c'était déjà tout. Je suis fière d'elle. De son courage à reconnaître son erreur. De son humilité à demander pardon. Et surtout, de ne pas s'être laissée détruire par tout ça. Parce que beaucoup se seraient refermés, endurcis. Pas elle. Elle a appris. Et moi aussi. Aujourd'hui, quand je la regarde, je vois la femme forte que j'ai toujours admirée, mais aussi quelqu'un qui a appris, qui a souffert, qui a pleuré et qui a renaît. Et moi, j'ai encore plus la certitude que ça vaut la peine de se battre pour ceux qu'on aime, même quand le monde entier semble contre nous. Parce que, parfois, la vérité a besoin de courage pour être entendue, et ce courage, je l'ai trouvé en moi. Quelques mois ont passé depuis tout ça. Notre maison est redevenue un lieu de paix. Plus de cris, plus de tensions, plus de peur tapis dans les murs, plus de gens qui se baladent dans les pièces comme si tout leur appartenait, plus de mensonges murmurés, plus de ma mère manipulée à petit feu sans s'en rendre compte. C'est fini. Tout ce qui ressemblait à un cauchemar sans fin a enfin atteint son point final. Aujourd'hui, je vois ma mère se réveiller plus.
légère. Elle a repris soin du jardin, elle remet de la musique en cuisinant, elle revit. Elle me regarde avec tendresse mais aussi avec respect. Elle sait que j'ai été ferme quand elle ne pouvait pas l'être. Et elle sait que, même blessée un temps, je ne l'ai jamais abandonnée. Le lien qu'on a est plus fort que n'importe quel homme, n'importe quelle erreur, n'importe quel piège. La justice a décidé que Julien devait rembourser tout. L'argent qu'il lui avait pris, avec intérêt et frais de justice. On a aussi maintenu l'ordonnance de protection, et il n'a plus le droit de s'approcher de nous, ni de nous contacter. Après avoir perdu le procès, on a entendu par des connaissances qu'il avait dû trouver un boulot en urgence, et qu'il faisait face à d'anciennes dettes, y compris liées à la mère de Lucas. Quant à son fils, plus de nouvelles. Il a disparu. Ce silence-là, cette fois, était un soulagement. Ma mère a aussi décidé de consulter une psychologue. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de mieux se comprendre, de se pardonner, de retrouver des parts d'elle-même qu'elle avait perdues pendant ces mois. Et j'ai trouvé ça magnifique, courageux, parce que beaucoup cachent leur douleur. Mais elle a choisi de l'affronter. Elle m'a raconté, lors d'une de nos discussions, qu'elle avait longtemps cru être forte en ignorant les signaux, qu'elle pensait être mature en ne dérangeant personne avec ses doutes. Mais elle a réalisé que, en vérité, ça n'avait fait que donner plus de pouvoir à Julien, et que si elle m'avait écouté plus tôt, elle aurait peut-être évité tout ça. Mais je ne lui ai jamais reproché ça, et je ne le ferai jamais. Ce qui compte, c'est qu'elle a ouvert les yeux, et qu'elle a repris sa vie en main. Moi aussi j'ai changé, je suis devenue plus ferme, plus attentive, plus présente. J'ai appris que protéger ceux qu'on aime, ce n'est pas toujours être douce. Parfois, c'est être dure, être forte même quand le cœur est serré. J'ai eu peur longtemps que ma mère me déteste pour les choix que j'ai faits, pour les vérités que j'ai mises au jour. Mais aujourd'hui, je vois qu'elle a non seulement compris, mais qu'elle admire ce que j'ai fait. Elle m'a dit elle-même, les larmes aux yeux, que sans moi, elle aurait peut-être tout perdu. La maison, l'argent et elle-même, vous. Savez, quand j'étais petite, je voyais ma mère comme invincible, comme si rien au monde ne pouvait l'ébranler. Après la mort de mon père, cette image s'est encore renforcée, parce que même brisée, elle a tenu le monde pour moi. Et quand tout ça avec Julien est arrivé, j'ai réalisé que même les plus forts ont leurs failles, que la douleur nous change, et que parfois, l'amour peut nous rendre vulnérables. Mais j'ai aussi appris que la vraie force, c'est reconnaître ses erreurs, demander de l'aide, recommencer. Et ma mère a fait tout ça, avec dignité, avec courage, et avec beaucoup d'amour. Notre maison a maintenant de nouvelles significations. Chaque coin porte une trace de résistance. Le canapé du salon où elle a regardé la vidéo avec les preuves. La porte de la cuisine, où Julien a crié pour la dernière fois. La chambre d'amis, vidée et redécorée, comme un symbole d'un nouveau départ. Tout ici raconte notre victoire, pas contre un homme, mais contre le mensonge, contre la manipulation, contre la peur. Aujourd'hui, on vit avec plus de vérité, plus de calme, plus de respect, et surtout, plus d'union. Si je pouvais laisser un message à ceux qui entendent cette histoire, ce serait « Faites confiance à votre instinct ». Parfois, on sent que quelque chose ne va pas, avant même de pouvoir l'expliquer. Et souvent, ceux qui sont à nos côtés, surtout quelqu'un de fragile à l'intérieur, ne peuvent pas voir seuls. Dans ces moments-là, il faut du courage, parce que protéger quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas contrôler, ce n'est pas ordonner, c'est être là, même quand tout semble contre nous, même quand ça fait mal. Si vous avez une mère, un père, une sœur, quelqu'un que vous aimez vraiment, soyez attentifs, écoutez, observez, soyez présents, parce que le monde est plein de gens qui profitent de la bonté des autres, et la seule façon de vaincre ça, c'est avec la vérité, le courage et un amour sincère. Ma mère a failli tout perdre à cause d'un homme qui ne voulait que son argent, mais elle n'a pas perdu, parce qu'à la fin, la vérité a gagné, et l'amour aussi.